Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir et plus particulièrement de présenter cette 50e émission de Et si on parlait de sport? Avec Laurent Garnier, nous avons tout au long de ces semaines reçu et donné la parole à de nombreuses personnalités du monde sportif. Ce qui était un défi est devenu grâce à vous une réalité, merci. Merci aussi à tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui ont apporté leur touche d'originalité et de diversité à l'émission. Un petit clin d'œil appuyé à notre co-animatrice des premières heures, Audrey Vidotto, avec Inès Wifi, Nathan Coquille, Gauthier Ajus, notre jeune garde journalistique de l'École supérieure de journalisme de Toulouse. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour et merci à Brigitte Linder et ses équipes du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et de Profession Sport Animation 31, nos partenaires qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission depuis les débuts. Et oui, pour cette 50e émission, et oui, 50 Pauline, un bel anniversaire. On va accueillir Karine Zemanovic, qui est directrice technique nationale adjointe à la Fédération française de taekwondo, en charge du développement, et ex-membre des équipes de France de taekwondo de combat. Vous verrez, elle a un palmarès exceptionnel. On aura aussi Laurent Darcos, qui est vice-président de la Ligue de tennis d'Occitanie et président du comité départemental de tennis de table de Haute-Garonne, avec Fabien Reboul, qui est lui joueur professionnel, Pôle France Toulouse, qui est associé à Sadio Doumbia en double. Et nous aurons aussi Noémie Sens, chargée de développement à la Maison des Sports au féminin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. En première mi-temps, jeu, set et match, et oui, il s'agit de tennis, un ballet de précision et de puissance qui fascine par sa grâce et son intensité. Sur un court, deux adversaires s'affrontent, se défiant à coups de raquettes pour dominer l'espace et le temps. Que ce soit sur le gazon immaculé de Wimbledon, la terre battue de Roland-Garros, le dur des courts australiens ou le ciment des stades américains, chaque édition des Jeux apporte son lot d'émotions, de suspense et de performances inoubliables. Joyeux des Jeux Olympiques, depuis plus d'un siècle, intégré au programme olympique en 1896 à Athènes, il incarne l'essence même de la compétition sportive. Et en seconde mi-temps, nous allons vous présenter un trésor de la culture coréenne qui a transcendé ses origines pour devenir un pilier des Jeux Olympiques modernes. Je vais vous parler du taekwondo, un art martial où les combattants s'affrontent avec grâce et détermination, cherchant à marquer des points en frappant leur adversaire avec précision et puissance, tout en évitant habilement les contre-attaques. Chaque coup de pied, chaque coup de poing est calculé, chaque mouvement est exécuté avec une finesse impressionnante. Le taekwondo enseigne non seulement les techniques de combat efficaces, mais aussi des valeurs essentielles telles que le respect, la persévérance et l'intégrité. Mais avant le coup d'envoi de cette 50e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant match. Et oui, les principaux résultats sportifs de la semaine avec Pauline et Gauthier. Et on débute avec de l'athlétisme. Meeting de Fontainebleau. Tera Tupaia a pulvérisé son record personnel pour s'emparer du record de France du lancer de javelot avec 86,11 mètres, également synonyme de minima olympique. Il y a aussi eu la nuit des records du 100 000 mètres. 100 000 mètres, ça fait beaucoup peut-être, 10 000. Oui, là, tu vas fort là quand même. Non, on est à 10 000 mètres à Londres. 10 000, ouais. À Londres, Félix Bourg, 3e, a battu son record pour devenir le 5e performeur français de l'histoire avec 27 minutes, 27 secondes et 11 centièmes. Continuons avec le para-athlétisme et les mondiaux à Kobe, au Japon. Pierre Fairbank, sacré champion du monde sur 400 mètres T53. À 52 ans, le Français a décroché un nouveau titre mondial après 22 ans d'attente. Il valide du même coup son billet pour les Jeux paralympiques de Paris. Et du judo avec les mondiaux à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, Amandine Bouchard a remporté la médaille de bronze en catégorie moins 52 kg. En MMA cette fois avec l'accord Arena de Paris-Bercy, le combattant français Cédric Noubé s'est imposé par KO dès la première reprise de son combat contre l'américain Jalil Willis dans une ambiance folle. Et de l'escrime avec la Coupe du Monde de sabre à Plovdiv en Bulgarie, la dernière équipe du circuit international a souri aux sabreuses françaises. Sarah Balzer s'est imposée en individuel et par équipe, elles se sont emparées du bronze. Il y a aussi eu la Coupe du Monde de sabre à Madrid en Espagne. Sébastien Patrice a remporté sa première victoire du sabre. Et la Coupe du Monde Challenge Monal à Saint-Maur-les-Fossés. Les épéistes français battus d'une touche en finale à la mort subite par les champions olympiques japonais 43 à 44.
Continuons avec du tennis et le WTA de Rome. La Polonaise Iga Swiatek, titrée à Rome pour la 3e fois, a survolé la finale face à Sabalenka. En ATP Master 1000 de Rome, Alexander Zverev s'est montré solide pour dominer logiquement 6-4, 7-5 le Chilien Nicolas Jarry. Et en challenger à Bordeaux, Arthur Fils s'est imposé facilement en finale 6-2, 6-3 face à l'Espagnol Pedro Martinez et sera tête de série à Roland-Garros. Et du canoë-kayak ensuite avec le championnat d'Europe à Tassen en Slovénie. Les Françaises ont décroché l'argent en slalom chez les hommes, les bleus le bronze dans la même discipline. Quelques mots de cyclisme sur route avec le Tour d'Italie, c'est-à-dire le Giro. Tadej Pogacar conforte son maillot rose en écrasant dimanche l'étape reine du Giro. À noter les belles performances des Français. Valentin Paré-Peintre avec AG2R Décathlon qui a devancé Romain Bardet dans l'ascension finale de la 10e étape mardi. Et Julien Alaphilippe qui met fin à sa disette en remportant la 12e étape. Et ensuite du cyclisme sur route féminin avec le Tour de Burgos. La néerlandaise Demi Vollering a remporté la dernière étape et s'impose également au classement général. La française Evita Murzic termine 2e. Toujours du cyclisme, cette fois en BMX avec les mondiaux à Rock Hill aux États-Unis. Joris Daudet a remporté le titre mondial devant le champion olympique en titre Niek Kimmann et le français Sylvain André. Ensuite du basketball avec la Ligue féminine de basket, les joueuses de Villeneuve d'Ascq sont sacrées championnes de France suite à leur écrasante victoire face au Basketland lors de la finale retour, score final 114-88. En basket 3-3 et le tournoi de qualification olympique de Debrecen grâce à leur succès en demi-finale face à la Mongolie 21-20. Et au terme d'un match tendu, les Bleus ont validé leur billet pour les Jeux de Paris 2024. Ensuite, du handball, la Liqui Moly Star League, les Montpelliérains se sont inclinés à domicile face aux Nantais sur le score de 33-31. Toulouse a assuré la 4e place après sa victoire contre Aix-en-Provence 39-34. Et en volley féminin, la Ligue des Nations en Turquie, les Françaises ont décroché la première victoire en Ligue des Nations féminine de leur histoire, samedi face à la Bulgarie 3-1. En revanche, elles ont été nettement battues par la Turquie 3-0 dimanche à Antalya pour leur dernier match de la première phase de la Ligue des Nations. On continue ensuite avec du hockey sur glace et le championnat du monde à Ostrava en République tchèque. La lourde défaite du Kazakhstan contre les États-Unis 10-1 en phase de groupe a permis à l'équipe de France de se maintenir dans l'élite. Continuons avec le football féminin, la D1 Arkema. Lors de la finale, les joueuses de l'Olympique lyonnais se sont imposées en finale face au Paris Saint-Germain sur le score de 2-1 et remportent leur 17e titre de championne. On va parler football masculin, la Ligue 1. Large vainqueur à Toulouse 3-0 dimanche soir. Brest a profité du nul de Lille contre Nice 2-2 pour sécuriser la 3e place, synonyme de qualification directe pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Accroché par Montpellier, Lens voit Lyon lui passer devant sur le fil pour la qualification à la Ligue Europa. Paris, déjà champion, vainqueur 2-1 face à Metz, suivi par Monaco second, vainqueur de Nantes 4-0, complète le podium. Et en Ligue 2, le SCO d'Angers est de retour en Ligue 1, une saison seulement après sa dernière relégation. La dernière journée de Ligue 2 a vu Saint-Etienne 3e perdre au Quevilly-Rouen Métropole 1-2. Par conséquent, Angers, auteur d'un nul contre Dunkerque, monte en Ligue 1. Rodez et le Paris FC disputeront les barrages. Et on passe du ballon rond au ballon ovale avec le rugby à 15 et le top 14. La victoire 20-14 de Lyon contre le Racing 92 condamne Montpellier, battu plus tôt par Toulouse, à jouer le match de barrage d'accession. Bayonne, tombeur de Perpignan 23-20, est aussi officiellement maintenu. En haut de tableau, Toulon a conforté sa place dans les 6 grâce à son succès à Oyonnax 17-27. Clermont a surclassé Castres 36-20. Et en Pro D2, Provence Rugby termine premier du championnat régulier devant Vannes. La saison régulière de Pro D2 s'est terminée vendredi soir à l'issue de la 30e journée. Les barrages opposeront Béziers à Brive et Grenoble à Dax. En bas de classement, Biarritz a sauvé sa peau. Montauban devra disputer un barrage. Auto, Formule 1, Grand Prix d'Émilie-Romagne en Italie. Auteur d'un superbe retour en fin de course, Lando Norris a mis Max Verstappen sous pression, mais le pilote Red Bull a quand même remporté le GP d'Émilie-Romagne. Charles Leclerc complète le podium. Et terminons ces résultats de la semaine avec la voile et le kitefoil mondiaux à hier. Championne en titre, la Française Lauriane Nolo a remporté une 2e couronne mondiale de kitefoil à hier. Jessica Mann a décroché le bronze. Chez les hommes, Axel Mazella a terminé 4e. Merci pour ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 sur le parcours de la flamme olympique en Occitanie. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024
en compagnie de Pauline Gaston-Conduite. Dans la chronique du jour, nous avons été à la quête de témoignages de porteurs de flammes olympiques à travers la région Occitanie, leurs ressentis, leurs émotions, leur joie et l'immense fierté d'avoir eu l'honneur de porter cette flamme olympique empreinte de valeurs, d'amitié et de paix. Avec Pauline et Nathan, nous sommes allés sur le terrain et on a rencontré tous ces porteurs de flammes, Pauline. Oui, et tout d'abord, écoutons Florence Delgal, joueuse de para-badminton et 4 fois championne de France. C'était énorme. On a vécu un truc énorme là depuis plusieurs mois. Et on a vécu un truc incroyable, quoi. C'est trop d'émotions en même temps. Et on a bossé, on a bien répété et tout, mais c'était peut-être pas parfait, mais en tout cas on a donné le meilleur de nous-mêmes. Et c'était vraiment chouette. Ensuite, nous avons le plaisir d'entendre Arthur Vakevich, multiple champion de France de badminton dans toutes les catégories jeunes, qui partage son expérience et son ressenti face à cet événement symbolique. Bon, c'était cool, c'était un honneur, ça fait toujours plaisir de pouvoir porter la flamme. Je pense que ça arrive qu'une ou deux fois dans une vie si on est chanceux. Une fois, c'est déjà beaucoup de chance, 2, ce serait énorme, mais voilà, déjà une, c'est déjà incroyable et on était tous, je pense, super contents de pouvoir l'avoir ici à Toulouse et voilà, c'était que du kiff, quoi, que du bonheur. Mike Simpson prend ensuite la parole le jour de son anniversaire pour nous faire part de son point de vue sur cet événement. J'ai été très ému, surtout parce qu'on a répété pas mal. Mais ça n'a rien à voir avec une fois qu'on a le public. Là, on était tous très émus à l'accueil du public. Déjà, on a entendu l'accueil du public pour la flamme. Et puis pour nous-mêmes, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qui change? L'impression n'est pas la même? Avant, on pense surtout à ne pas faire trop d'erreurs dans les chorégraphies et tout ça. Et c'est pas hyper compliqué, mais c'est pas si simple non plus. Et puis, on est tous des joueurs de badminton, pas des danseurs, tout ça. Donc, on a dû s'y prendre pas mal pour ça. Et c'était surtout, on était tous un peu stressés pour savoir si on allait bien faire ce qu'on avait à faire. Mais je crois que le public nous a porté bien comme il faut. Enfin, Johan Penel, président de la Fédération française de badminton, nous livre son analyse et ses impressions sur le parcours de la flamme lors du relais collectif de badminton au Petit Palais des Sports de Toulouse. Alors beaucoup d'émotions, déjà parce que c'est la flamme, mais aussi parce que voilà, nos équipes ont vraiment voulu illustrer à travers ce relais collectif ce qu'était le badminton dans toutes ses dimensions, que ça soit la mixité intergénérationnelle, la mixité de genre, la mixité de handicap, et faire en sorte que voilà, on montre que c'est un sport qui bouge, c'est un très joli spectacle aussi en termes de chorégraphie. Ça a été une aventure extraordinaire de 6 mois qui vient récompenser certes 24 personnes, mais aussi toute une communauté de bénévoles et de professionnels qui essaient, malgré les obstacles, de faire vivre des petits moments de bonheur sur les terrains de badminton à des milliers de gens. Aujourd'hui, on est plus de 208 600 à la fédération. Mais voilà, c'est un cadeau aussi pour toute cette communauté-là. Et pourquoi Toulouse? Parce qu'on sait que c'est un relais collectif assez rare, il y a un peu de villes. Pourquoi Toulouse? Alors, on a choisi deux villes. Il y aura Le Havre aussi, le 5 juillet, la journée mondiale du badminton. Et puis Toulouse, parce que c'est d'un côté, l'Occitanie, c'est le berceau du para-badminton. Il y a eu les premières compétitions ici. C'est d'ici qu'est originaire un de nos grands champions. Et puis, voilà, le Volant d'Or qui se déroulait ici, dans le Petit Palais des Sports. Ça a été une des premières grandes compétitions internationales en France de badminton. Donc voilà, il y avait une convergence qui faisait que Toulouse et l'Occitanie, c'était un territoire particulier pour nous. Du côté de Tarbes, Margot De Freitas, joueuse de basket au Toulouse Métropole Basket, donne ses impressions sur le parcours de la flamme. Quelques mots, j'en ai pas énormément, juste que c'était incroyable. C'était un moment unique. Bon, forcément, on aimerait bien recommencer tous les jours, mais on sait que c'est quelque chose qui arrivera qu'une fois dans notre vie. J'ai eu la chance d'avoir mes proches avec moi, de partager ce moment avec eux, donc comme j'ai dit, c'était incroyable. Quand on m'avait annoncé que j'allais porter la flamme, je me rendais pas forcément compte de tout ce que ça allait être et là de le vivre, de voir toute l'organisation, le monde qui soutient cet événement, c'est vraiment fou et je suis vraiment très fière de pouvoir représenter mon club, la caisse d'épargne, parce que du coup j'ai été une porteuse de la caisse d'épargne. Puis quelques mots de Richard Maillet, président du CROSS, comité régional olympique et sportif d'Occitanie. Quand je regarde Marie-Josée Pérec, cette athlète qui a été triple champion olympique quand même, et qu'aujourd'hui on lui fasse porter la flamme, elle est heureuse.
Et je crois que c'est ça le symbole de ce rapprochement des gens. Et puis, quand vous regardez la flamme qui monte, qui a fait le tour de Marseille, qui a fait le tour des châteaux cathares aussi, je crois que c'est un symbole fort, c'est une possibilité aussi de rapprocher les gens pour, avec un tel enjouement que dans tous les coins où cette flamme va passer, effectivement, ça va, non seulement ça sera un succès, et vous verrez que ça va rapprocher quand même les gens, parce que c'est ça la symbolique des Jeux Olympiques, symbolisée par le rapprochement de ces 5 anneaux, c'est la fraternité. Et pour conclure, Brigitte Linder, présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, clôture cette série de témoignages en nous livrant ses impressions et ses ressentis lors de l'allumage du chaudron au stade Ernest Vallon par Antoine Dupont, joueur de rugby au stade toulousain et en équipe de France. Alors je vais déjà dire une chose, c'est que j'ai eu le grand honneur d'être désigné par le comité national olympique et sportif pour le représenter à Ernest Vallon. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être au moment où Antoine Dupont est rentré dans le stade et est allé allumer le chaudron. Il y avait une ambiance extraordinaire puisqu'au départ ça devait être prévu à l'extérieur et finalement le public a pu rentrer dans le stade et vraiment ça a été un moment d'émotion entre ces athlètes, donc Antoine en plus qui a allumé le chaudron et cette communion avec le public. C'était fabuleux. On a eu beaucoup de chance d'avoir ce passage de la flamme sur les territoires dans ce moment où notre société est quand même un peu tristounette. Et je trouve que ça a été extraordinaire, c'est de voir partout, et on continue à le voir, la communion entre les athlètes et le public. Et là, on a vraiment l'impression que le public accompagne les athlètes vers Paris, vers les Jeux, au travers de cette flamme. C'est extraordinaire. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Jeux Olympiques sur les difficultés rencontrées dans l'organisation. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Laurent Darcos et Fabien Reboul. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Laurent Darcos, qui est vice-président de la Ligue de tennis d'Occitanie et président du comité départemental de tennis de Haute-Garonne, et Fabien Reboul, joueur de tennis professionnel du Pôle France de Toulouse, associé à Sadio Doumbia en double, que nous avons en ligne. Tout d'abord, peux-tu te présenter et dans le même temps nous dire quelques mots sur ton association en double avec Sadio Doumbia? Bonjour à tous déjà, je suis ravi d'être là. Du coup, moi je m'appelle Fabien Reboul, j'ai 28 ans, je suis de Toulouse, je suis licencié au Stade Toulousain et voilà, je suis joueur de tennis professionnel et je me suis spécialisé en double il y a à peu près 3 ans. Donc en fait c'est pendant le Covid. Moi je jouais le simple avant et pendant le Covid j'ai appelé Sadio un jour et je lui ai demandé en fait de jouer avec moi le double parce que j'étais pas le plus heureux à jouer le simple, voyager seul. J'avais un classement qui était pas trop mal, ça a augmenté petit à petit mais j'arrivais pas à atteindre mes objectifs et du coup je me suis dit que ça serait sympa de créer une aventure avec un ami et c'est vrai que lui a toujours aimé le double aussi et du coup il a été d'accord et donc on a fait après le Covid quand les tournois ont repris on a fait un test et on a gagné notre premier tournoi en fait à Rodez à côté de la maison et du coup finalement à partir de ce moment-là on s'est lancé et là on s'est plus quitté depuis 3 ans. Voilà, on est super potes, super amis, ça se passe très bien et au final maintenant on adore le double. Vous êtes classé maintenant au 6e rang mondial en double. Est-ce que vous pouvez espérer une qualification pour les Jeux Olympiques? Alors ouais, là, cette année on a vraiment gagné beaucoup de matchs. On n'a pas vraiment réussi à performer sur les plus gros tournois, ce qui est dommage. Mais on a une constance qui fait que voilà, on est dans les meilleures équipes de l'année et c'est vrai qu'on est susceptible. Il y a 4-5 joueurs de double qui sont susceptibles d'aller aux Jeux Olympiques. Ça dépendra en fonction des Édouard Roger Vasselin, s'il est top 10. Il aura le droit de choisir un partenaire et on ne sait pas encore qui choisirait. S'il n'est pas top 10 et que nous on fait un bon résultat à Roland-Garros, on a une chance d'y aller avec Sadio. Donc ça dépend un peu, tout va se jouer à Roland-Garros en fait. Mais on est susceptible de participer aux Jeux Olympiques cette année. Ouais. Et comment vous expliquez vos performances en double sur la scène internationale par rapport à vos résultats en individuel? Je dirais que en SEM c'était dur parce que financièrement déjà moi je vais parler pour moi, j'avais du mal à financer un coach en fait qui puisse me suivre à plein temps sur les tournois, qui a un regard extérieur sur mes performances. Donc c'était un peu de l'auto-évaluation et j'avais beaucoup de mal à le faire ça. Quand t'es jeune, t'as 18 ans, tu pars en tournoi tout seul, t'es souvent négatif sur tes performances alors que t'as peut-être fait quelque chose de bien et du coup c'est vrai que tu progresses pas en fait assez vite alors que t'es en concurrence avec des joueurs qui ont déjà un staff, qui ont un entraîneur, un
un entraîneur physique et du coup tu sens que tu traînes un peu la patte et que tu montes pas au rythme auquel tu voudrais et du coup c'est vraiment très frustrant. Et là en double en fait on est à 2, donc déjà on peut s'auto-coacher. Sadio m'a beaucoup aidé, il a 5 ans de plus que moi, donc il m'a beaucoup aidé en fait, que ce soit en termes de mentalité, que ce soit en termes de jeu tennistique aussi, parce qu'il s'intéresse vachement au jeu et il regarde beaucoup de tennis, regarde beaucoup de vidéos, donc il m'a beaucoup aidé là-dedans. Il a pris ce rôle un peu moteur dans notre paire de doubles et voilà, on est, je pense qu'on avait toujours des qualités en fait qui étaient nécessaires pour le double en fait. Tu vois, on a toujours bien volleyé, on n'a jamais eu trop peur de la balle, tu vois, et on a plutôt un bon service aussi, donc et on aime jouer ensemble aussi, on est très amis, donc c'est vrai que c'est une force ça en double, tu vois, parce que souvent les joueurs ils changent de partenaire et nous l'avantage c'est que ça fait 3 ans qu'on joue ensemble en fait, donc ça c'est quand même un énorme avantage par rapport aux autres équipes. Est-ce qu'il y a d'autres grandes différences entre le simple et le double? Je te dirais déjà le cardio est quand même beaucoup moins important, tu vois. Physiquement, c'est un peu différent. C'est on va dire qu'en simple, tu répètes des mouvements pendant une durée qui est beaucoup plus longue, et en double, c'est plus des mouvements, tu vois, qui sont très rapides, qui sont, tu vois, des rotations à la volée, des courses très rapides. Mais par contre, t'as jamais le cardio qui monte vraiment, tu vois. Donc c'est un peu moins long, c'est plus du réflexe. Donc déjà sur la part physique, c'est quand même un peu différent. Et après sur la part tennistique, c'est totalement différent parce que c'est les matchs. Quand tu regardes les matchs, ils sont toujours hyper serrés. Ils se jouent à 1 ou 2 points par-ci par-là et en fait t'as pas trop le droit à l'erreur, tu vois. Et là, tu peux dominer un match en fait et le perdre. Et ça peut arriver même assez souvent. Alors qu'en simple, souvent, quand on voit que quelqu'un est au-dessus de l'autre, c'est rare qu'il perde le match, tu vois. Et ça, je trouve que c'est la plus grande différence entre le simple et le double. En fait. Et alors, est-ce que la tactique aussi, il y a dans ce jeu-là, on a l'impression quand on voit les jeux de double, il y a une réflexion, il y a un jeu de tactique, ils font des signes, etc., qu'on n'a pas en individuel. Est-ce que vous préparez un peu ça? Est-ce que c'est un schéma qui est préparé entre vous ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Avant de jouer des paires, tu vois, que maintenant on commence à connaître un peu tout le monde, donc c'est plus facile parce que quand on connaît pas les joueurs, il faut vraiment faire un travail de vidéo, aller voir ce qu'ils font, voir comment ils jouent. Et là, maintenant, on commence à connaître en fait tous les meilleures équipes du monde parce qu'on les a quasiment toutes jouées. Donc ça, c'est un avantage. On sait leur style de jeu. Et après, voilà, on a pris un coach aussi qui va voir leur match, tu vois, qui analyse un peu le jeu des adversaires. Et pour en fait contrer un peu leur tactique, tu vois, c'est un peu comme à la boxe. Tu t'essayes de deviner le plan de l'adversaire et t'essaies de le contrer en fait ce plan-là, tu vois. Et c'est vraiment ça en double et c'est vraiment ce qu'on aime avec Sadio, c'est vraiment d'analyser les adversaires et essayer d'être les plus performants possibles pendant le match en les amenant dans un jeu qui leur déplaise, quoi, tu vois. Et ça c'est vraiment comme tu dis, c'est vraiment un peu un jeu d'échecs, tu vois, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup dans le double, quoi. Et puis Roland Garros arrive à grands pas. Est-ce que vous êtes prêt? Comment vous vous sentez en ce moment? Écoute, moi j'ai eu un peu mal au dos à Rome là, donc je m'étais retiré du tournoi justement pour pas prendre de risques pour Roland Garros et du coup je me suis arrêté à peu près 5 jours ou une semaine et je suis rentré à Toulouse, j'ai fait des soins, du renforcement et là je me sens très bien. Là, on est arrivé hier à Lyon, j'ai tapé hier déjà, je me suis entraîné hier, aujourd'hui et écoute je me sens très bien donc là on va essayer de faire le meilleur résultat possible ici et dès qu'on a perdu ou gagné ici, on va partir sur Paris pour aller préparer Roland Garros et en tout cas on y va avec beaucoup de confiance. On a gagné beaucoup de matchs cette année. Je pense qu'on je nous vois dans les équipes favorites cette année. Donc voilà, écoute, j'espère que le public nous poussera aussi. Ce sera une aide et voilà, il nous tarde quoi. T'as un petit mot à dire à ton président là qui nous regarde, qui t'écoute? Écoute, j'espère qu'il viendra nous encourager et qu'il mettra de la voix à Roland Garros pour qu'on arrive à gagner ce tournoi. Hein. Il nous le faut. Hein. Bah oui, Fabien. J'ai le souvenir de votre match l'année dernière là, sur le Sinon de Mathieu, donc aller plus haut encore. Ouais, voilà, jouer sur des grands cours comme ça et tout, c'est vraiment sympa et on a vraiment envie d'aller loin dans un gros tournoi parce qu'on sent qu'on a le niveau et je pense que ça va arriver bientôt en tout cas. Eh ben écoute, merci Fabien, on va te laisser te concentrer sur ta préparation à Roland Garros et te souhaiter le meilleur pour la suite en espérant une qualification pour les Jeux Olympiques. Génial, merci beaucoup, merci à tous. Merci, à bientôt et bon courage. Au revoir, merci beaucoup. Laurent, nous avons déjà eu l'occasion de te recevoir dans l'émission, mais peux-tu nous dire quelques mots sur ton parcours personnel et nous expliquer comment devient-on président d'un comité départemental? Déjà, on le fait par passion. Ça fait 12 ans que je suis président du comité. Auparavant, ça fait 20 ans que j'étais bénévole dans mon club. Et donc, c'est la passion de vivre au quotidien les aventures du tennis qui m'ont porté à ces fonctions-là. Et j'en suis toujours ébahi. T'avais toi-même joué au tennis avant?
J'ai joué, oui, dans mon club. Enfin, ça fait longtemps que je joue au tennis. J'ai passé le cap de la cinquantaine, mais ça fait depuis l'âge de 10 ans que je joue au tennis régulièrement. Pour revenir sur la partie sportive avec les Jeux Olympiques en France qui débutent dans quelques semaines, un point sur les résultats des Français avant Roland-Garros et du coup les Jeux Olympiques. Alors les Français, c'est peut-être le bas qui blesse par rapport au tennis en général, parce qu'on n'a pas de tête de pont. Voilà, on se pose toujours la question avant Roland-Garros, est-ce qu'un Français va pouvoir succéder à Yannick Noah qui a gagné il y a 40 ans. Et là, on n'est pas en mesure de vous dire un Français va pouvoir gagner Roland-Garros. Les Français sont trop loin au classement. Le premier Français est 17e mondial. C'est pas l'expérience qu'il a sur la terre battue qui pourront nous faire dire qu'il pourra faire un gros résultat. Mais en tout cas, c'est toujours un événement du tennis français qui a une belle répercussion. Tous les amateurs de tennis et au-delà sont toujours arrivés sur leurs écrans à cette époque-là, et donc envie de donner le meilleur d'eux-mêmes pour cet événement. On espère tous qu'ils passent la première semaine, quoi. On est un peu tous là chaque année à se dire est-ce qu'ils vont y aller, est-ce qu'il y en a un qui va sortir C'est vrai que depuis l'époque des Tsonga, Gasquet, qui ont pris leur retraite, où il y avait toujours des joueurs en demi... Enfin toujours. Il y avait toujours des joueurs qui arrivaient en demi-finale, et c'était toujours très agréable à vivre. Là, on est un petit peu dans le creux de la vague. Alors, on va être optimiste aussi. Des jeunes Français arrivent, Hugo Humbert, Arthur Fils, qui sont 17e, 30e mondial. Ils ont acquis pas mal d'expérience là-dessus depuis 1 an, 2 ans. Donc voilà, on va pas leur mettre plus de pression que ça. Et Arthur Fils vient de gagner un tournoi là, ce week-end. Oui, c'était le tournoi Challenger à Primrose, à Bordeaux. Donc voilà, il a 19 ans, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même un joueur en construction, et qui pose ses jalons patiemment, mais qui progresse dans le tennis. Alors justement, par rapport aux Jeux Olympiques, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est complémentaire, c'est-à-dire que là on a Roland-Garros, c'est un test avant les Jeux quand même, ou pas? Les tests alors pour la sélection des JO, on peut en parler. C'est assez calé par rapport à l'organisation des Jeux Olympiques. C'est-à-dire en fait, il y a 56 joueurs qui vont être directement dans le tableau vis-à-vis de leur classement. C'est-à-dire que 64 joueurs seront dans le tableau, 56 seront... les classements ont été établis depuis la fin du Roland-Garros 2023. Donc en fait, c'est une race. Les joueurs ont accumulé des points, et il y a un classement qui sort. Et les Français, il y en a 4 qui sont dans les 56. Donc Arthur Fils, je viens de le citer, Hugo Humbert, Gaël Monfils et Adrian Manarino. Donc en fait, c'est limité à 4. Mais bon, c'est bien parce que les Français, déjà, c'est pas facile non plus. Hein. On a 4 Français qui sont dans les 56 meilleurs. Donc c'est déjà gratifiant. Et alors, on n'oublie pas le tennis féminin aussi. Il y aura Caroline Garcia, Clara Burel, peut-être Diane Parry, elle est 61e. Donc, un bon Roland-Garros pourrait la relancer et la permettre d'accéder. Parce qu'après le Roland-Garros de cette édition 2024, ce sera fini. Les places seront définies pour les joueurs et les joueuses. Et alors, que peut-on espérer pour nos Français à Roland-Garros qui arrivent à grands pas là? Des belles performances de nos jeunes joueurs, de nos jeunes joueuses, et peut-être des anciens aussi, avec Gaël Monfils qui va faire peut-être... voilà, on n'oublie pas Alizé Cornet aussi, qui va faire son dernier Roland-Garros. Elle vient de sortir du top 100, mais bon, je pense qu'elle a la tête ailleurs. Elle a eu droit à une wildcard, comme on dit. Elle a eu droit à une invitation, oui. Voilà. Le niveau du tennis français est parfois décrié devant les résultats. Comment réagissez-vous face aux critiques? Oui, parce que finalement, on en parlait juste avant, il n'y a pas de tête de pont. Alors il y a eu Caroline Garcia, qui, n'oublions pas, fin 2022, qui avait gagné le Masters, elle était numéro 4 mondial, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Elle n'a peut-être pas confirmé depuis, mais elle est toujours dans le top 20. Et pour le tennis français, c'est un peu délicat maintenant par rapport à la retraite de la génération dorée qu'on avait avec Tsonga, avec Gasquet. Et là, en fait, on a toujours quand même un vivier de jeunes joueurs. Ils sont toujours aux portes du top 100. Il y a 9 joueurs français qui sont dans le top 100. Il y en a même 25 qui sont dans le top 200. On est la nation la plus représentée. Ça veut dire qu'il y a un travail de formation qui est fait au niveau du tennis français, de détection. Ça fonctionne bien. Mais voilà, on peut pas décréter qu'il y a un champion qui puisse sortir. Et ce retard, il est dû à quoi par rapport à d'autres nations? Est-ce que l'hégémonie effectivement de certains pays où on sait qu'il y avait ce qu'on appelle les 4 mousquetaires qui étaient en tête, qui annihilaient en fait toutes les volontés de gagner? Est-ce qu'il y a un problème d'organisation chez nous en France, ou est-ce que vraiment les autres sont beaucoup plus forts que nous et c'est exceptionnel? Non, je suis en train de vous dire que justement on est dans la meilleure nation représentée au
sein de l'ATP, donc au niveau des 200 meilleurs joueurs mondiaux. Donc ça veut dire que voilà, le potentiel il est, et tous les joueurs sont compétitifs. Mais après, il nous manque le joueur, celui qui serait dans le top 10, le top 5. Mais ça se décrète pas. On peut faire tout le travail du monde pour former des joueurs, des joueuses. Et ben, c'est leur personnalité, c'est leur qualité qui feront qu'ils soient français, ils soient serbes, suisses aussi. Donc on y croit tous. Évidemment, on travaille tous pour ça et on a beaucoup d'espérance, mais ça se décrète pas. C'est un projet personnel avant tout. On sait que le handisport se développe dans toutes les disciplines. Quelle est la situation dans le département ou même la région ? Quelle relation avez-vous avec la fédération handisport à ce sujet ? L'entité de paratennis, enfin la structure existe au niveau de la Fédération française de tennis. Elle est clairement identifiée. Elle a même été amplifiée. Donc il y a la perspective évidemment des Jeux paralympiques avec l'épreuve du tennis fauteuil. Donc une sélection française évidemment sera présente pour les JO. Cette année, enfin même l'année précédente, en fait, un coup d'accélérateur a été mis en misant sur des joueurs, des joueuses, permettant de s'entraîner au centre national d'entraînement. Voilà. Jusqu'ici, ils étaient dans leur club, dans leur structure, et pas forcément d'accès et de se regrouper pour travailler ensemble. Et là, sous la houlette du nouveau capitaine de l'équipe de France, qui sera Yannick Noah, la France sera représentée aux Jeux Olympiques avec il y avait Stéphane Houdet, Frédéric Cataneo pour les garçons, pour citer que, j'espère que je n'oublie personne, et Pauline Desroudèdes et Emmanuel Marche chez les filles. Et au niveau du département de la région, comment ça se développe ? En Prot, on a des clubs relais qui font le choix d'ouvrir une section paratennis. Donc la Ligue et le comité les accompagnent au mieux pour qu'ils puissent accueillir des joueurs. Alors souvent c'est la partie la plus difficile. Comment des enfants, enfin on parle de jeunes qui ont basculé du tennis valide, peut-être qu'ils étaient déjà inscrits ou passés au tennis fauteuil. Voilà, j'avais un jeune de mon club qui est passé au paratennis, qui est maintenant champion de France 4e série, donc c'est une belle évolution. Il y a le club de Cugnot qui fonctionne très bien à ce niveau-là. Et pour finir, quelques mots sur l'organisation du tennis dans le département, voire la région. Est-ce que tu peux nous dire les axes de développement et les projets Le tennis français se porte bien, la région Occitanie et sur le département aussi. La fédération était en dessous du million de licenciés pendant quelques années, et là on est repassé 1 110 000 licenciés, on a 30 000 licenciés. Alors je mens un petit peu parce qu'on va bientôt les atteindre, enfin, en tout cas je l'espère. C'est les records du comité, c'est toujours l'initiative des clubs qui se développent, beaucoup d'installations sportives. Malgré tout, j'espère que c'est quand même toujours le deuxième sport français en termes de licenciés, le premier sport individuel aussi. Donc le tennis est attractif. Notre mission alors en développement, c'est d'assurer que les clubs puissent se structurer, avoir de meilleures installations sportives et d'accueil, d'enseignement avec des professionnels qui puissent donner des cours aux jeunes dans l'école de tennis et aussi dans des écoles de tennis adultes, parce que ça se développe beaucoup au niveau des cours et que la demande est très importante. Pour ton renseignement, on peut vous retrouver sur comité.fft.fr. Merci pour ces témoignages et vos interventions dans l'émission Et si on parlait de sport. Bonne continuation pour tous les projets et le développement du tennis dans la région. Vous êtes le bienvenu dans l'émission quand vous voulez. Maintenant, place à notre chronique sport et culture avec Noémie Sens, chargée de développement à la Maison du Sport au féminin. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, la chronique sport et culture avec Noémie Sens, chargée de développement à la Maison du Sport au féminin, qui nous parle de la sortie du premier livre participatif Battante, elle rêve en grand. 9 sportifs d'Occitanie en vedette racontent leur histoire à travers un livre jeunesse passionnante. Nous avions d'ailleurs reçu l'une d'entre elles, Madelon Cateau, qui est une spécialiste de natation en eau libre. Exactement, Laurent. Noémie est venue dans l'émission il y a quelques semaines en compagnie de Madelon Cateau et Odélia Thunder. Aujourd'hui, elle est présente pour cette chronique afin de nous parler de la sortie de l'ouvrage Battante, elle rêve en grand. Noémie, bonjour. Bonjour Pauline. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que la Maison du Sport au féminin ? Donc, la Maison du Féminin, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus d'1 an à l'initiative d'acteurs économiques, politiques et
sportive de Toulouse. On est une association qui lutte pour un sport plus égalitaire. Et quels sont vos principaux objectifs en termes de promotion, de facilitation et d'encouragement de la pratique du sport au féminin ? Alors on a plusieurs projets. En ce moment, on a un projet de sensibilisation dans les écoles. Donc on va dans les écoles pour sensibiliser à l'égalité dans le sport et aux stéréotypes de genre. Nous avons un projet donc d'accompagnement des sportifs de haut niveau avec le lancement d'une plateforme qui s'appelle la plateforme Unisportive, qui accompagne les sportifs de haut niveau dans l'amélioration de leurs conditions sportives et de vie. On a un projet un peu plus médiatique où là on va parler de sport féminin, médiatiser le sport féminin d'un point de vue culturel. L'édition d'un livre dont on va en parler un peu plus tard, je crois, dans l'interview. Oui. On a un podcast. Voilà, on a plein de projets pour promouvoir le sport féminin et parler de sport féminin. Alors, vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle Battantes, elles rêvent en grand. Qui sont les 9 championnes représentées dans ce livre ainsi que leurs disciplines sportives ? Alors, nous avons Marion Blé qui fait du basket fauteuil, Madelon Cato qui fait de la nage en eau libre, donc natation, Coralie Gonzalez qui fait du goalball, Diane-Marie Hardy qui fait du rugby, Hilary Captcha qui fait du saut en longueur, Audrey et Célia Merle, les 2 sœurs qui font du triathlon, Blandine Pont qui fait du judo et Mila Génic qui est la petite jeune qui fait de la gymnastique aérobique. Et quel est l'objectif principal de ce livre en partageant les histoires de ces championnes ? L'objectif, c'est de promouvoir le sport féminin, de parler d'elles, de parler de ces 9 sportives de la région d'Occitanie pour les mettre en avant, pour inspirer des enfants puisque c'est un livre à destination de la jeunesse. Il est accessible à tout public. Donc, c'est vraiment mettre en avant le sport féminin, mettre en avant ses profils et peut-être les suivre aussi derrière après sur leur compétition. On en a certaines qui essaient de se qualifier sur les JO. Donc, voilà, c'est derrière avoir un engouement avec ces sportives-là et aussi pour que ça soit un outil pédagogique pour nos sensibilisations à l'égalité dans le sport. Et en quoi les récits personnels des athlètes présentés dans le livre peuvent-ils inspirer et encourager les lecteurs à poursuivre leurs propres rêves dans le domaine du sport ? Elles inspirent parce qu'elles ont des parcours différents, parce qu'elles ont commencé très jeunes, parce qu'elles ont la volonté d'aller très loin dans leur pratique et qu'elles sont hyper ambitieuses, hyper motivées. Et que c'est une source d'inspiration pour la jeunesse, pour les enfants, que ce soit les garçons ou les filles. C'est de se dire, de s'accrocher à leurs rêves et de s'accrocher à ce qu'elles veulent vraiment dans la vie. Voilà, on peut avoir des blessures et se relever et aller encore plus loin. Et alors, où les auditeurs intéressés peuvent-ils acheter le livre et trouver plus d'informations sur l'ouvrage ou la structure, la Maison du sport au féminin ? Alors, nous avons l'événement de lancement qui est prévu le 23 mai, jeudi 23 mai à 19h dans l'espace Duranty, qui est rue du Colonel Pélissier. Donc, c'est ouvert au public. Donc, vous pourrez sur place acheter le livre. Nous sommes en train de le référencer dans des librairies de la région Occitanie et il pourra être disponible également via la Maison du sport au féminin. Sur notre site internet, vous pouvez, sur la page contact, nous contacter pour avoir le livre et qu'on puisse vous l'envoyer, tout simplement. Un grand merci Noémie d'être passée à l'antenne pour notamment nous faire part de la sortie de cet ouvrage qui, je le rappelle aux auditeurs, s'appelle Battantes, elles rêvent en grand. Merci Pauline. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec notre invitée Karine Zelmanovic. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Karine Zelmanovic, directrice technique nationale adjointe à la Fédération française de taekwondo et ex-membre des équipes de France de taekwondo combat. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On va démarrer tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours professionnel et
personnelle et nous dire surtout qu'est-ce qui t'a amené au taekwondo. Alors le taekwondo, c'est une rencontre à l'âge de 9 ans, complètement par hasard. Ma voisine qui avait reçu un prospectus dans sa boîte aux lettres où il y avait écrit taekwondo. À l'époque, personne ne savait ce que c'était. Et puis je l'ai suivi et je ne l'ai jamais quitté finalement, puisque encore à 47 ans, alors je pratique plus, mais je travaille aujourd'hui pour la fédération. Donc de l'âge de 9 ans jusqu'à mes 28 ans, j'ai pratiqué et puis j'ai fait 12 ans de haut niveau en combat. Et puis à la fin de ma carrière, j'ai réintroduit la fédération en tant que cadre technique. Et en quoi consiste ton travail actuellement ? Alors depuis 19 ans, donc, je suis cadre technique à la fédération. J'occupe actuellement le poste de DTN adjointe en charge du développement. Donc moi j'ai toute la partie développement au niveau national et de la coordination des territoires. Comme je suis basée à Toulouse, je m'occupe aussi du suivi de la Ligue Occitanie. Moi, j'ai envie quand même de relever une chose qui me paraît importante, avant d'aller un peu plus loin, même si je sais que les sportifs sont assez humbles. Tu as quand même 8 titres de championne de France, dont 6 en senior. Tu es médaillé d'argent championnat du monde en 97 et médaillé de bronze au championnat d'Europe. En fait, tu es de la même génération qu'une certaine Gladys Seping, que tu as donc bien dû côtoyer dans ta carrière. Et puis un certain Pascal Gentil, on se souvient tous de ce grand personnage qui était un petit peu sur tous les plateaux pendant des années et qui a eu de bons résultats en taekwondo, qui était un peu, je pense, une vitrine par rapport à ça. C'est une belle carrière. Quels sont tes meilleurs souvenirs de cette carrière-là, un peu sportive maintenant ? Parle-nous un peu de ce côté qui est le passé, mais que donc tu as vécu vraiment à plein pendant toutes ces années. Une carrière de 12 ans de haut niveau avec des hauts et des bas aussi. Des très hauts où j'ai été championne du monde, j'ai eu des médailles en Coupe du Monde, en championnat d'Europe. Et puis des très bas où on passe à côté de sélection pour les Jeux en 2000 et en 2004. Gladys Seping, vous en avez parlé en 2004, c'est elle qui est partie au jeu. Moi, j'étais remplaçante. C'était tout à fait logique au niveau de son niveau et quel beau parcours elle a mené pendant des années. Mais j'en retire des très bons souvenirs, que ce soit sportif, humain. J'ai appris plein de choses. J'ai voyagé beaucoup. Et aujourd'hui, ça me sert aussi dans mon quotidien, ces valeurs de travail, de rigueur. De persévérance où même si on est déçu, il faut continuer, on trouve la passion. Voilà, c'est quelque chose qui reste et sont des valeurs qui restent pour tout dans une vie et qui sont pour moi essentielles. Il faut monter sur le tatami, on parle de combat quand même, donc c'est pas voilà, il y a aussi cette adrénaline quand on monte sur le tatami et qu'on salue et qu'il faut aller au combat, il y a quand même quelque chose qui se passe. Oui, alors pour nous, et d'autant plus maintenant avec les nouvelles règles, c'est plutôt, on appelle ça l'escrime des pieds. C'est pas du combat où on cherche forcément une victoire par KO, ça n'existe pas chez nous aujourd'hui, et même à mon époque, c'était vraiment de toucher avec un coup de pied au niveau de la tête, mais c'était pas de faire mal. Voilà, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de gagner et en touchant. Voilà. Et aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, les règles ont fait que la touche il faut toucher de moins en moins fort pour pouvoir marquer des points, notamment au visage. Donc c'est très sécure, on va dire. Et c'est ça qui me plaisait, c'est un jeu. Enfin, pour moi, c'était un jeu en tout cas. Je ne me suis jamais vraiment fait mal et je pense n'avoir non plus fait grand mal non plus à mes adversaires. Voilà, c'est un joli parallèle avec l'escrime d'ailleurs, c'est cette petite touche en fait. C'est effectivement vu comme ça, c'est intéressant d'expliquer par rapport à d'autres sports de combat. Effectivement, là, on est plus la touche au point, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est de la touche au point et les règles ont beaucoup évolué ces dernières années, en tout cas depuis que moi j'ai arrêté, et on est sur de la valorisation des techniques avec un coup de poing, c'est un point. Alors, le coup de poing, c'est qu'au niveau du plastron, et les coups de pied retournés au visage qui sont les plus spectaculaires, les plus difficiles aussi à placer, et puis là où il y a le plus de prise de risque qui valent 5 points. Donc il y a une valorisation des points en fonction de niveau de difficulté. Justement, en parlant des règles de ce combat, est-ce que tu as d'autres points à nous expliquer ? Est-ce que c'est vraiment juste en fonction de là où on touche notre adversaire, c'est ça qui va nous rapporter des points ? Ou est-ce qu'il y a d'autres règles à prendre en compte ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus valorisées ? Comment ça fonctionne en fait le taekwondo ? Alors aujourd'hui, parce que les choses... alors on est une discipline dont les règles ont évolué extrêmement rapidement. Même dans une Olympiade, ça peut évoluer plusieurs fois. Pour les prochains Jeux Olympiques, on est sur un système de 2 rounds gagnants, c'est-à-dire qu'il faut gagner chacun de ces rounds. Il y a 3 rounds au maximum et au bout de 2, c'est celui qui a gagné 2 rounds qui gagne le combat. On est sur un système de catégorie de poids, filles, garçons, qui s'affrontent en fonction de leur catégorie de poids. Et ensuite, oui,
y a ces valorisations de points et on n'a pas le droit de faire certaines techniques, notamment le coup de poing au visage est interdit. On n'a pas le droit de sortir de l'aire de combat qui est octogonale. Voilà, on n'a pas le droit de faire certaines choses. On n'a pas le droit de balayette, on n'a pas le droit à de coups de genoux. Voilà. Et puis on est sur un système électronique, donc on a des pitènes, on a des capteurs électroniques sur les pieds, sur les pitènes. Et c'est aussi de la précision puisque les capteurs doivent toucher le plastron ou le casque, puisqu'il y a aussi des capteurs sur le casque. Donc il faut être extrêmement précis pour pouvoir marquer des points. Et au niveau des ceintures, comment ça fonctionne? Comment elles sont décernées? Alors les ceintures, de la ceinture blanche à la ceinture rouge, sont décernées par les professeurs de club directement. Et par contre, la ceinture noire, elle est décernée par la commission spécialisée des grades et dan qui est gérée par le niveau national, par la fédération. Et que donc les gens qui passent leur ceinture noire vont sur des passages de dan, des examens de dan au niveau des ligues, du 1er au 4e dan en tout cas en Occitanie, puis après au niveau national à partir de 5e dan. Merci pour toutes ces précisions et ces explications. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur les qualifiés qui seront présents aux Jeux Olympiques? Oui, alors nous, on a de la chance au taekwondo, c'est qu'on a 4 qualifiés, 2 filles, 2 garçons. Le pays hôte avait droit à ces qualifiés-là, 2 filles et 2 garçons. Donc le CNOSF a rendu public les propositions données par la fédération. Donc on aura 2 filles qui seront Magda Vietenin et Althea Laurin, et 2 garçons, Cyriane Ravé et Souleymane Alaphilippe. Voilà, donc ça c'est officiel en tout cas pour les Jeux Olympiques. On a de grandes chances de médailles, comme on a toujours eu d'ailleurs, puisque le taekwondo fait partie des disciplines où depuis l'an 2000, que ça a été olympique, on a toujours amené des médailles. La France a toujours amené au moins une médaille de bronze à chaque Jeux Olympiques. Voilà. Donc l'objectif, en toute honnêteté, c'est l'or. C'est le Graal qui nous manque. Et on a largement le potentiel de pouvoir le faire, puisque nos 2 sélectionnés aux Jeux Olympiques ne sont autres que les 2 championnes du monde en titre dans leurs catégories respectives. Et puis là, dernièrement, elles ont fait encore une performance, puisque Althea fait championne d'Europe, Magda vice-championne d'Europe, donc elles prouvent encore leur niveau et surtout leur capacité dans le temps à pouvoir toujours être au top niveau. Et est-ce qu'il y a des qualifiés en Occitanie? Alors non, il n'y a pas de qualifiés en Occitanie, puisqu'il y a 3 Parisiens et une qui vient de Lorraine. Par contre, on avait effectivement un Montpellierin qui était, on va dire, en balance avec Souleymane Alaphilippe. C'est Théo Lucien qui vient du club de 3e TKD, le plus gros club de France chez nous, et qui est chez nous en Occitanie, et qui était en balance effectivement avec Souleymane Alaphilippe. Mais voilà. Ça s'est joué de peu. Ça s'est joué de très peu, c'est vrai. Alors par contre, on a parlé des Jeux Olympiques, mais je voudrais quand même souligner qu'on a de grandes chances d'avoir une athlète d'Occitanie qui participe aux Jeux paralympiques. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas officiel, c'est une proposition qu'a mis la fédération au niveau du CPSF, le Comité paralympique sportif français. Mais on aura les résultats au mois de juin. Donc c'est une athlète qui s'entraîne au club de Leja de Chandong à la Gardelle-sur-Lèze, à côté de Toulouse, et qui obtient de très bons résultats depuis quelques années, puisqu'elle a été là très récemment, il y a une dizaine de jours, vice-championne d'Europe. Elle a été 3e au championnat du monde en 2023 et 2e au Grand Prix de Taïwan. Donc on espère qu'elle soit sélectionnée pour les Jeux paralympiques, et puis surtout on espère qu'elle puisse ramener une médaille. La première qui sera en paralympique. Là, il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota, en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et puis, donc, ils seront plusieurs Français certainement à participer aux Jeux para-taekwondo, sachant que les Jeux para-taekwondo, c'est la 2e édition. La première fois, c'était en 2021 à Tokyo. Donc là, ce sera la 2e édition. Et vous avez son nom justement à cette athlète? Sophie Caverzan. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de Althea Laurin, qui est championne du monde en titre, qui a gagné lors des derniers championnats d'Europe de moins de 73 kilos, début mai. Qu'en est-il pour les autres membres des équipes de France par rapport aux résultats sur le plan international? Alors, comme je disais, il y a Magda Vietenin qui aujourd'hui est championne du monde, 2 fois vice-championne d'Europe, vainqueur d'un Grand Prix à Manchester en 2022. Qui est passé à côté de ces Jeux, des derniers Jeux Olympiques.
et qui a soif de pouvoir ramener l'or et qui en plus est plutôt vers une fin de carrière, même si je lui prédestine pas de s'arrêter là. Je pense qu'elle continuera peut-être encore un peu, mais elle a 28 ans. Donc ça, c'est pour les femmes. Nos grandes chances de médailles sont quand même féminines. Althea, qui a gagné quand même une médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques et qui avait seulement 19 ans. Donc c'est quand même quelqu'un qui va rester, je l'espère, en tout cas encore longtemps sur les aires de combat et notamment sur les podiums. Elle monte en puissance. Tout à fait. Ah ouais, non, mais elle est extrêmement, c'est une performeuse. Clairement, elle est là à tous les rendez-vous. Pour 22 ans, c'est quand même énorme ce qu'elle fait. Et chez les garçons, alors, on a Cyrian Ravet, c'est vrai, qui a été quand même deux fois champion d'Europe, mais qui a une petite baisse de régime. Donc, on espère que pour les Jeux, l'ambiance et l'environnement fera qu'il se surpassera. Et Souleymane Alaphilippe, voilà, qui est quand même vice-champion d'Europe. C'est quand même des gens qui sont tous nos 4 sélectionnés, qui sont tous sur les podiums internationaux et sur les compétitions de référence internationales. Donc, ils ont toutes leurs chances. On espère que le fait de jouer devant leur public, devant les Français, ça va les pousser encore plus pour ramener ces médailles. On espère. À présent, est-ce que tu peux nous expliquer comment est organisé le taekwondo dans la région ? Oui, alors le taekwondo dans la région Occitanie, c'est quand même la 2e région de France, après l'Île-de-France qui a 15 000 licenciés. En Occitanie, on compte 7 000 licenciés et 100 clubs. Donc on est très loin du tennis et d'autres disciplines, mais on fait avec nos armes. Et puis en Haute-Garonne, les principaux bassins sont quand même sur le département de la Haute-Garonne et de l'Hérault, et notamment la périphérie de Toulouse et la périphérie de Montpellier. Mais enfin, on note quand même des clubs éparpillés un petit peu dans d'autres départements. Et quels sont les axes de développement du taekwondo en Occitanie, et est-ce qu'il y a des projets qui arrivent pour 2024 ? Des évolutions ? Alors, les projets en Occitanie sont un peu les mêmes que ce qu'on peut retrouver au niveau national. L'objectif, c'est forcément d'arriver à être plus professionnalisé et avoir des entraîneurs qui soient professionnels, parce qu'aujourd'hui, notre réalité, c'est qu'on fonctionne à 70% de nos clubs avec des bénévoles. Alors, c'est déjà très bien de pouvoir réussir à faire ça avec que des bénévoles, mais si on veut passer un cap, il va falloir que nos entraîneurs soient professionnels de manière à ce qu'ils puissent développer et leur structure, mais aussi développer la discipline en dehors des murs des clubs, c'est-à-dire pouvoir aller dans les écoles, dans les établissements spécialisés, dans d'autres environnements que le club, de manière à ce qu'ils puissent se professionnaliser et démocratiser la discipline, ce qui n'est pas encore aujourd'hui tout à fait le cas. On a un petit peu évoqué tout à l'heure le para-taekwondo. Est-ce que, du coup, maintenant, on sait que oui, il est possible de pratiquer le taekwondo en ayant un handicap. Mais comment ça se passe ? Comment les compétitions sont organisées ? Est-ce que c'est forcément différent des autres athlètes ? Comment ça se passe ? Alors, on a le para-taekwondo qui est aux Jeux Olympiques, qui est quand même assez réducteur comme situation de handicap, puisque ça ne concerne que les athlètes qui ont une amputation d'un bras ou de 2 bras en dessus ou au-dessus du coude. Donc c'est quand même très réducteur en termes de handicap. Donc ça, c'est une compétition qui est définie par la World Taekwondo et le CIO. En revanche, dans les clubs, bien sûr, on accueille tout type de handicap. Du handicap mental, du handicap physique. Et là, j'allais dire que c'est des jeunes qui voudraient pratiquer le taekwondo. Il existe un site handyguidedesports.gouv.fr pour pouvoir connaître les clubs qui peuvent accueillir. Et il y a quand même beaucoup de clubs dans la région qui peuvent accueillir les enfants et les adultes en situation de handicap de manière adaptée. Oui, c'est vraiment la compétition lors des Jeux qui est assez réglementée, mais sinon, si par exemple on a une jambe qui est amputée et qu'on a une prothèse ou quelque chose, en club, ça peut se faire. En club, ça peut se faire. On n'a pas de système compétitif en dehors de l'équipe de France. En fait, on n'a pas encore suffisamment de personnes pour pouvoir mettre en place des compétitions avec des catégories de handicap et des épreuves spécifiques. Donc, il n'y a pas de système compétitif à aujourd'hui. C'est juste les entraînements en club, le plaisir personnel de venir s'entraîner, faire du taekwondo, progresser. Tout à fait. Mais est-ce que, du coup, si dans l'avenir, il y aura plus de pratiquants en para, on peut voir la naissance de championnats se créer ? Bien sûr, ça c'est évolutif, ça dépendra de l'évolution que l'on fait. Mais à ce jour, c'est pas encore le cas. Je pense qu'il faut qu'on arrive à persuader les gens que c'est possible déjà,
à mieux former aussi les entraîneurs pour pouvoir mieux les accueillir et les encadrer. Donc il y a tout un travail de développement et de structuration à mener avant d'en arriver à la partie compétitive. Et en tant que grande championne, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils à nos auditeurs qui souhaiteraient se lancer dans le taekwondo ? Alors d'abord, je donnerais un petit conseil d'abord aux parents. Déjà, les rassurer sur le fait que ce qu'on voit de notre discipline à la télé, on voit que la partie combat, ce n'est qu'une infime partie. Ce qu'on fait dans les clubs, c'est beaucoup de travail sur cible, de techniques de jambes sur cible. C'est ça que les gamins, ils adorent. C'est donner des coups de pied dans des raquettes, dans des paos, dans des plastrons, dans des appareils électroniques. Voilà, c'est ça notre discipline en priorité. Ensuite, on a le self-défense, on a la partie Pumse, qui est l'équivalent du kata au karaté. Donc on a une diversité de choses. Donc c'est très rassurant, je pense, pour les parents. Et puis la deuxième chose, c'est que pour les rassurer aussi, comme je disais, c'est très sécurisant aujourd'hui la partie combat, puisqu'on est hyper protégé. On touche au visage qu'à partir de 12 ans, et encore de 12 ans à 15 ans, il y a un casque avec un casque à bulles qui protège le visage. Donc c'est très sécurisant. Et d'ailleurs, on le voit par nos chiffres, on a quand même 70% de jeunes qui pratiquent le taekwondo. Donc c'est essentiellement des enfants qui pratiquent cette discipline. Donc moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est venez, vous allez vous dépenser, vous allez apprendre plein de choses, et surtout vous allez apprendre des règles de vie et les valeurs de la vie et ce que peut apporter le sport en général. Mais c'est vrai que dans les arts martiaux et notamment dans le taekwondo, on les vit de manière plus directe, j'allais dire. Merci beaucoup, j'espère que ce témoignage en convaincra plus d'un. Si on veut obtenir plus de renseignements, on te contacte où ? Alors il y a le site de la Ligue Occitanie, puis après, si on veut connaître plus le taekwondo, fftda.fr, qui vous ramènera sur les sites des ligues et des comités départementaux. Merci pour ton témoignage dans l'émission Et si on parlait de sport. Félicitations pour cette belle carrière sportive et ce palmarès impressionnant. Bonne continuation pour tous tes projets et rendez-vous le 26 juillet pour le début des Jeux. Et tout de suite, place à la prolongation avec la Minute Olympique et le quiz, en compagnie de nos invités Laurent Darcos et Karine Zelmanovic. Et si on parlait de sport, la prolongation. Oui, on se retrouve pour la prolongation avec la Minute Olympique et le quiz en présence de nos invités Laurent Darcos et Karine Zelmanovic. La Minute Olympique avec Nathan Coquille. À 65 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, retour sur un fait marquant depuis la création des Jeux modernes. C'est la Minute Olympique. Dirigeons-nous ensemble sur un événement qui a marqué l'histoire des Jeux. Étant donné que c'est la 50e émission, nous allons parler du 50 km olympique. Cela se passe lors des Jeux de Rio en 2016. Après un abandon aux Jeux Olympiques de 2008 de Beijing et une mauvaise chute aux Jeux Olympiques de Londres, Yohann Diniz est le grand favori de ce 50 km olympique. D'ailleurs, le Français part en tête, laissant augurer un succès final. Malheureusement, le coureur est victime de problèmes gastriques qui le contraint à s'arrêter au bout du 30e kilomètre. Au bord de l'abandon, il repart courageusement avant de chuter à plusieurs reprises. Il se relève à chaque fois. Diniz ira au bout de la souffrance pour terminer l'épreuve à la 8e place. Il efface un peu de son immense déception en devenant champion du monde un an plus tard à Londres. Et maintenant, place au quiz avec nos invités animés par Gauthier. Alors avant de débuter ce quiz, je vais vous expliquer le principe. Chacun à votre tour, vous aurez 3 questions avec 3 éléments de réponse possibles. Une seule qui sera bonne. Il faudra trouver la bonne réponse, mais ce ne sera pas sur votre sport, du coup, ce sera sur le sport de l'autre représentant. Il faudra du coup avoir bien écouté, mais pas tout aura été dit durant l'émission. Il faudra aussi utiliser ses connaissances. Donc on va tout de suite débuter pour une question pour le taekwondo. Pour toi, Karine, combien de licenciés composent la Ligue Occitanie de tennis ? Près de 80 000, près de 100 000 ou près de 110 000 ? 110 000 ? Bien joué. Ça fait déjà 1 point. On va continuer pour toi, Laurent. En combien de formes peut-on pratiquer le taekwondo ? 2, 3 ou 4 ? 4. Ok, il y a eu un peu de chance, mais c'est la bonne réponse. Bien joué. On a senti l'hésitation dans le regard. Je le savais. Continue tout de suite avec toi, Karine. Question 2. Peut-on jouer avec les couloirs lorsqu'on joue en double au tennis ? A, oui. B, non. Oui. Bien joué, ça fait 2 points.
On passe avec toi, Laurent. Deuxième question également. En quelle année ce sport est devenu une discipline olympique? L'an 2000, 2004 ou 2008? 2000. Ils sont très forts. C'est pas de la chance cette fois-ci, elle l'avait dit durant l'émission. Et dernière question, vous êtes à 2-2. À toi, Karine. Comment s'appelle le cours principal lors de Roland-Garros? Le cours Suzanne Langlaine, cours Philippe Chartrier ou cours Simone Mathieu? Le premier, Suzanne Langlaine. Et non, tu perds un point, c'était le cours Philippe Chatrier. Dernière question pour toi, pour le tennis, Laurent. Combien recensons-nous de licenciés à la Fédération française de taekwondo? 50 000, 60 000 ou 70 000? 60 000. C'était 50 000, vous vous retrouvez à 2-2. On va vous départager avec la dernière question Jeux Olympiques. Et c'est là que la sonnette rentre dans le jeu. Ça va être une question de rapidité. Dès que vous savez la réponse, vous tapez. Et la personne qui aura la bonne réponse gagnera ce quiz. Alors c'est parti. Qui a été le dernier relayeur de la flamme olympique à Marseille? Jules. Je vais donner les éléments de réponse avant. C'était Zinedine Zidane, Basile Boli ou Didier Drogba? Basile Boli. Bien joué, c'était Basile Boli et c'est toi, Karine, qui gagne ce quiz. C'est la fin de cette 50e émission. Retour vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et c'est cette fin du match de cette 50e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Inès et Gauthier. Et on débute l'agenda de la semaine du 20 mai au 8 juin avec le tir sportif, les championnats d'Europe à Osijek en Croatie. Du 21 mai au 23 juin, il y aura du volley avec la Ligue des Nations masculines. Et du 22 au 26 mai, gymnastique rythmique, championnat d'Europe à Budapest en Hongrie. Il y aura aussi du pentathlon moderne avec la finale de la Coupe du Monde à Ankara en Turquie. Le jeudi 23 mai, du rugby, notamment avec la Pro D2 et le barrage numéro 2 qui opposera Grenoble à Dax. Et du 23 au 26 mai, cyclisme sur route, Tour de Norvège et les boucles de la Mayenne chez les hommes et le Raid London classique chez les femmes. On aura droit aussi à un peu de golf avec l'European Tour, Soudal Open en Belgique. Le vendredi 24 mai, un programme chargé. On commence avec le handball, la 29e journée de l'Ikimoli Star League. Les Phoenix de Toulouse reçoivent Chambéry et les joueurs de Montpellier se déplacent à Aix-en-Provence. Il y aura aussi du judo avec la clôture des championnats du monde à Abu Dhabi. Et enfin, de nouveau du rugby avec la Pro D2 et le barrage numéro 1 qui opposera Béziers à Brive. Et là aussi, ça va être tout aussi chargé. Du 24 mai au 26 mai, Formule 1, championnat du monde Grand Prix de Monaco. En MotoGP, Grand Prix de Catalogne en Espagne. Et on aura droit aussi à de l'aviron avec la Coupe du monde à Lucerne, du canoë-kayak, Coupe du monde eau plate à Posan, du cyclisme VTT, cross-country olympique homme à Nové Mesto en République tchèque. Le samedi 25 mai, une journée tout aussi remplie avec du rugby, la finale de Coupe des Champions, le Stade Toulousain affronte Leinster à Londres. Il y aura aussi de l'athlétisme avec la Diamond League, le meeting d'Eugène en Oregon aux États-Unis. Il y aura du football avec la finale de Coupe de France qui opposera le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais au Stade de France. Du 25 au 26 mai, de la natation avec le meeting Mare Nostrum de Canet-en-Roussillon. Et le dimanche 26 mai, du cyclisme sur route, la grande arrivée du Giro à Rome en Italie. Toujours le 26 mai, mais jusqu'au 9 juin, tennis avec les internationaux de Roland-Garros. Et le mardi 28 mai, de l'athlétisme, le Continental Tour, le meeting d'Ostrava en République tchèque. Mercredi 29 mai, cyclisme, circuit franco-belge et le Mercantour. Et enfin, du 29 mai au 30 mai, de la natation avec le meeting Mare Nostrum de Barcelone. Du 29 mai au 2 juin, cyclisme BMX, championnat d'Europe à Vérone en Italie. Au programme de la semaine prochaine, nous recevrons Richard Maillet, président du comité régional olympique et sportif d'Occitanie, qui nous parlera de sa passion du sport, du rôle du cross Occitanie, qui repose sur le développement de la pratique sportive, sauvegarder et diffuser l'olympisme et préserver le patrimoine sportif régional. Il nous livrera ses impressions et son ressenti sur les Jeux Olympiques et le passage de la flamme olympique en Occitanie. Et en deuxième mi-temps, c'est un sport riche d'une histoire millénaire qui était autrefois essentielle pour la chasse et la guerre que nous vous proposerons de découvrir. Je vous parle du tir à l'arc, sport de précision qui consiste à utiliser un arc pour lancer des flèches sur une cible. Aujourd'hui, il est pratiqué comme
activités de loisirs et de compétition, notamment aux Jeux Olympiques. Les archers doivent maîtriser leur posture, leur respiration et la libération de la flèche pour atteindre la cible avec précision. Le tir à l'arc se décline en plusieurs disciplines comme le tir sur cible, le tir en campagne et le tir 3D. Ce sport accessible à tous développe la concentration, la patience et la coordination physique tout en offrant une excellente gestion du stress. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Laurent Darcos, Fabien Reboul, Karine Zelmanovic, Noémie Sens pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. C'est la fin de cette 50e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne ainsi que Profession Sport Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Et en parlant des partenaires, voici quelques mots de Brigitte Linder, présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour cette 50e émission. J'avoue que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a à peu près un an que l'émission existe et c'est vrai que c'est fabuleux parce que cela permet, cette émission, c'est l'émission du mouvement sportif, des invités qui viennent, chacun peut s'exprimer et quelque part en termes de communication, ça permet au mouvement sportif de pouvoir exister et de montrer que toutes les belles choses qu'ils font sur les territoires. C'est un moment d'expression réservé au mouvement sportif et aux autres aussi, à tout ce qui tourne autour. Et bon, moi j'espère que ça va continuer. Je remercie beaucoup Pauline, Audrey, Laurent et les autres, Bernard Poujol aussi qui anime cette émission et je lui souhaite longue vie. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission, à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du suivi informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à François Guillouc pour son apport musical à la Minute Olympique. Merci à Nathan Coquille, Gauthier Ajus et Inès Wifi pour la préparation de cette émission. Merci à Pauline Gaston-Conduct, notre journaliste et co-animatrice de l'émission, pour son aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci Laurent et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport la semaine prochaine.